Quand on est accro, on en veut. Ouais. Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale. Hello. Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Bonjour. Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetrouille du premier qui bouge. Et pour tirer dans tous les coins, l'Amstrad 464, avec son pistolet, sa manette et 6 jeux. Amstrad, une gamme d'ordinateurs complètement très bien, à partir de 1990 francs. Pour les accrocros. Bonjour et bienvenue dans le studio de Roderick. Comme vous vous en doutez suite à l'introduction, on se retrouve aujourd'hui devant des CPC Amstrad. Alors, sur votre gauche, nous avons le CPC 6128 et sur votre droite, nous avons le CPC 464 que j'ai la chance d'avoir avec son tout premier moniteur, le GT64. Tandis que le 6128 est sur l'écran qui est très courant sur cette machine, c'est le CTM 644 couleur. La particularité de ce 6128, c'est que c'est le mien. C'est le mien que j'ai eu pour ma communion en 1987, donc c'est mon écran que j'ai eu en 1987 et mon CPC que j'ai eu en 1987 pour ma communion quand j'avais 12 ans. Le 6128, c'est la machine à laquelle on va s'intéresser en premier parce que comme vous le voyez, le clavier est passablement jaune. Il y a un petit problème sur la plaque du lecteur de disquette parce que celui-ci est tombé en panne au début des années 90 et comme je ne savais encore pas démonter la machine, j'ai essayé de l'accéder par le haut. Donc il va y avoir ça à corriger. Il y a aussi sur l'écran, si vous voyez bien, il y a un beau message break sur l'écran, ce qui signifie qu'il y a un problème avec le clavier et il y a une touche qui reste enfoncée. Donc ça empêche que les jeux fonctionnent parce que cette touche qui est enfoncée bloque toutes les actions qu'on puisse faire sur d'autres touches. Donc il va falloir vraiment nettoyer et réparer ce clavier. On s'intéressera après au 464. Je pense qu'il n'a rien celui-ci. Je viens de le remettre en marche. Il fonctionne. Mais on verra aussi en démontant toute l'histoire des machines Amstrad. Donc sans plus attendre, approchons-nous du 6128 pour le démonter. Tout en avançant sur le sujet de ce que sont ces CPC Amstrad. Donc voilà mon 6128 de 1987 sur lequel je vais attaquer le démontage. Je vais enlever le clavier et commencer de démonter tout le clavier. Et en parallèle, je vais vous parler d'Amstrad. Donc c'est parti. Amstrad est une société britannique dirigée par Alan Michael Sugar. En 1983, Alan Sugar entrevoit un nouveau marché et voit une possibilité dans la micro-informatique. Car en 1983, l'informatique est réservée aux passionnés. Elle est réservée aux passionnés car à l'époque, les ordinateurs étaient dans une grande proportion à monter en kit. Ou alors, ils étaient réservés aux plus aisés car les modèles les plus évolués étaient très chers et souvent encore des sortes de prototypes. C'est sur ce constat qu'Amstrad décide de créer le CPC. Le CPC sera différent des autres machines, car moins cher, livré avec un écran qui évite, comme dans le cas du Commodore 64, de très souvent monopoliser la télévision du foyer. Une particularité des CPC sera aussi de ne se brancher qu'avec une seule prise. Comme vous le voyez, c'est l'écran qui fournit l'alimentation à la machine. Il y a le fil avec une jack qui sort de l'écran pour le 5 volts qui alimente la carte mère. Il y a le câble d'affichage qui se branche sur le CPC avec une fiche DIN. Et finalement, il y a aussi sur les écrans Amstrad une prise 12 volts qui reçoit le câble permettant d'alimenter le lecteur de disquette. Sauf sur le GT64 qui est à côté, là en ce moment sur le CPC 464, car cet écran est le tout premier écran Amstrad,
et il est donc pour CPC 464 seulement. Du fait, il n'a pas ce connecteur 12 volts. Donc au final, on ne branche qu'une seule prise à 2 fiches sur le secteur avec les Amstrad CPC. Donc voilà, le clavier est presque enlevé, il n'y a plus que quelques grosses vis à démonter. On va continuer sur le clavier, puis on reviendra un petit peu plus tard sur la carte mère, où on regardera les composants qui font de ces machines vraiment des CPC et leurs différentes fonctions. Voilà le clavier. Donc pour le démonter, il faut tout le déclipser par l'arrière parce que les touches sont toutes avec 2 clips. Donc il faut les démonter par l'arrière. Donc nous y voilà sur le clavier. Donc maintenant, pour le démonter, il faut défaire tous les petits clips en plastique en essayant de ne pas en casser. Ensuite, on s'attaque à ceux du milieu. Puis finalement, ceux du bout. Et on devrait pouvoir accéder, voilà, à la plaque plastique qui, j'espère, pourra fonctionner à nouveau. Elle n'est pas très sale, mais c'est une double épaisseur. Ouais. Donc il va falloir que je regarde de près si ce qui ne va pas sur cette plaque, que je la nettoie. Et je vais continuer de démonter plus avant pour avoir les touches en attendant. Donc comme le clavier que j'ai démonté sur le Thomson, c'est la même chose. On a encore 2 ressorts par touche, donc on en a un dessous qui vient appuyer sur la plaque, sur le film plastique, et on en a un de l'autre côté de la touche qui sert à ce que la touche remonte. Alors je vais vous faire juste une touche et je vais continuer tout seul. Donc pour enlever une touche, il faut venir choper les petits clips. Hop, et on a la touche avec ces 2 ressorts. Je vais continuer en enlevant toutes les touches et je vais les mettre au rétrobrite et je vous retrouve juste après. Et voici un clavier démonté. Donc on a la plaque plastique, on voit qu'il y a pas mal de saleté dessus. On voit que les touches, il y a du travail hein, quand même, parce qu'elles sont loin d'avoir leur couleur d'origine. Et bien sûr, clavier 350 pièces, donc tous les petits ressorts qui vont entre la touche et la plaque, et tous les ressorts qui vont sous la touche. Donc sans plus tarder, moi je vais aller m'occuper de tout nettoyer et de tout rétrobrite. Et on se retrouve juste après. Et voilà, comme d'habitude, les touches c'est au bocal, donc on va les laisser rétrobrite et avant de remonter tout le clavier. Alors le temps que les touches se rétrobrite, profitons-en pour regarder un tout petit peu comment est composé ce 6128. Donc on a tout d'abord le processeur qui est ici, c'est un Zilog Z80, donc un processeur 8 bits cadencé à 4 MHz dans cette machine, qui est épaulé par 128 kilooctets de mémoire en 16 puces qui font 8 kg chacune. Pour gérer cette mémoire, on a cette puce Amstrad 40031 qui est la puce de gestion de la mémoire. C'est une version française du 6128, donc on a la 40015 qui est la MS-DOS, qui est une ROM de 16 kg qui contient la MS-DOS plus le disk drive interface. Et cette ROM est la spécificité est une version française, donc c'est la 40051 qui fait 32 kg, qui contient le locomotive basique en français,
plus le mapping du clavier en français. Cette machine, donc ce 6128, pour afficher, il a le CRTC ici. Donc c'est cathodique Ray Tube contrôleur. C'est une puce qui gère l'affichage de la machine avec l'aide de cette puce ici qui est la 40010 de Amstrad, qui est le Get-Array contrôleur en version 3, celle-ci. Pour ce qui est du son, la machine a une puce ici General Instrument qui fait 3 canaux sur 8 bits et qui génère des signaux carrés modulés sur 3 voix. La puce Toshiba ici, je me souviens plus trop de son utilisation. Ici, le composant Zilog est le contrôleur du lecteur de disquette. Il est aidé par cette puce-là qui est un isolateur d'adresse qui fonctionne avec. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour des puces qui sont sur la machine. Ici, on a le port parallèle pour brancher une imprimante. On a le port d'extension et un port pour mettre un deuxième floppy sur la machine. Et bien sûr, sur le côté, ici, on a un port pour brancher un lecteur de cassette sur le 6128 et un seul port joystick, une sortie son. Voilà, le lecteur, bien sûr, comme on le sait, sur un CPC, c'est un lecteur 3 pouces, donc c'est un format qui est quasiment propre à Amstrad, puisqu'il n'a pas su s'imposer, ce qui fait que les disquettes ont toujours été très chères. Donc maintenant qu'on a vu la machine, eh bien, on va attendre que le clavier soit fini et on va la remonter. Donc voilà mon 6128 tout restauré, tout remis d'aplomb et fonctionnel. Comme vous voyez, il n'y a plus le message break, donc la touche escape n'est plus enfoncée par défaut. Donc maintenant, il est quand même vachement plus beau et un peu plus utilisable. Si on parle un tout petit peu maintenant de l'aspect graphique de ces machines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai montré la puce CRTC qui se trouve sur la carte mère. Il faut savoir que cette puce CRTC, qui est une puce programmable avec 16 registres, accède à la mémoire en concurrence du Z80. C'est-à-dire que quand le CRTC va lire la mémoire pour faire son affichage, le Z80 est obligé d'attendre. C'est ce qui fait de cette machine, c'est ce qui fait que les CPC ne sont pas des bêtes de course pour l'affichage. Puisqu'ils se partagent la mémoire entre la puce graphique et le processeur. Maintenant, si on parle de résolution, il y a 3 modes principaux d'affichage. Là, on est en mode 1. Si je colore un tout petit peu le tour de l'écran, en mode 1, on est en 320 par 200 utilisable. Mais la machine, elle a plus de résolution que ça. Elle est en fait en 384 par 272 pixels qui sont utilisables par les programmes. Mais généralement, les programmes n'utilisent pas ces bords parce que ça ralentit trop la machine, ça nécessite trop de mémoire pour stocker tous ces pixels. Si on parle maintenant des couleurs, on est dans le mode intermédiaire, là en 320-200 on va dire. Il y a 4 couleurs disponibles sur une palette qui est censée en contenir 32, mais en fait la palette elle fait bien que 27 couleurs différentes puisqu'il y a des teintes qui sont identiques dans les 32. On a aussi un autre mode qui est le mode 0, donc c'est le mode qui permet le plus de couleurs, 16 couleurs, mais cette fois on est en 160 par 200, ou si on considère tout l'écran, on est en 192 par 272. Et finalement, on a le troisième mode qui est le mode 2, qui est le mode avec le plus de finesse. Donc là, on est en 620
en 640 pardon, par 200. Et si on utilise tout l'écran, on a 768 caractères par 272 pixels par 272. Quelques jeux sont capables d'exploiter l'espace qui est autour là, mais très peu. En fait, sur 6128 et sur 464, la majorité des jeux vont utiliser le milieu de l'écran et ignorer le border. Je peux d'ailleurs vous montrer un des jeux qui, sur ces PC, utilise toute la hauteur de l'écran, c'est-à-dire va écrire dans cette portion du border en haut et en bas. C'est Arkanoid. Donc, comme mon lecteur de disquette fonctionne bien, eh ben allons-y. Oh. Par contre, il va falloir que je branche une manette. Pour pouvoir jouer. Donc on voit ici sur cette petite introduction qu'elle fait l'utilisation de l'écran entier. Donc là je suppose qu'on est dans une résolution relativement basse pour se permettre d'utiliser tout l'écran. Et là notre Arkanoid va utiliser toute la hauteur de l'écran. Et cette version d'Arkanoid sur CPC est une très très bonne version. Hein. Je pense que sur les machines 8 bits, il n'y a guère que le BBC Micro qui a une version peut-être encore mieux. Mais il est rapide, il est très bien ce jeu sur CPC. Pour le son, la puce qui est dans les CPC est la même puce qui était utilisée dans les MSX, dans les Zoric et dans certains ZX Spectrum. C'est exactement la même puce. Donc voilà, ça c'était Arkanoid. Et vous reconnaîtrez le son que j'utilise dans mon intro pour mes vidéos. Intéressons-nous maintenant au CPC 464. Alors bon, j'ai swappé mon AZERTY contre un QWERTY parce que mon AZERTY, la courroie est défectueuse pour le lecteur de cassette. Elle marchait hier, elle ne marche plus aujourd'hui. Donc, mais celui-là fonctionne. C'est exactement la même version que l'AZERTY que j'avais tout à l'heure sur la table. C'est une carte mère longue. Et je vais lancer la cassette tout de suite parce que ça prend assez de temps à la charger. Donc on fait CTRL-ENTER, on appuie sur Play et une touche pour charger la cassette. Vous entendrez peut-être d'ailleurs le bruit de la cassette pendant que ça charge. Voilà, c'est parti à charger. Comme je disais, donc ces premiers modèles de 464 sortis en 1985 a été un immense succès. Ils se vendaient en supermarché avec soit l'écran monochrome, soit un écran couleur. Pour 2000 francs, je crois, pour la version monochrome et 3000 pour la version couleur. Les 2 premières semaines, les 4600 premiers exemplaires qui sont arrivés en France ont été vendus. C'est-à-dire qu'il a fallu 2 semaines. Ces machines étaient vendues en supermarché et dans la grande distribution, contrairement aux ordinateurs de l'époque qui étaient vendus dans des magasins spécialisés. Au total,
Amstrad aura vendu plus d'1 million de CPC entre 1985 et 1990. Donc dans la gamme CPC, on a le 464 qui est le modèle Arnold 1, sorti en 1985. En 1986, Amstrad a sorti le 664 qui est l'Arnold 2, donc 64 kilooctets de mémoire et un lecteur de disquette. Ce modèle a eu une durée de vie très courte, hein, il s'est vendu pendant même pas 6 mois, puisqu'il a été tout de suite remplacé en 1986 par le 6128. Accélérons un petit peu. Profitons du chargement de cette cassette pour parler d'un détail que j'ai oublié. En fait, le CPC n'a pas de mode texte, tout simplement. Quand on est en mode 1, en mode 0 ou en mode 2, les caractères font toujours 8 pixels par 8 pixels et ce sont des caractères qui sont dessinés en graphique. On peut d'ailleurs redéfinir des symboles et créer ses propres caractères. Et c'est pour ça que les caractères sont plus petits en mode 2 qu'en mode 1 et qui est eux-mêmes plus petits qu'en mode 0. C'est tout simplement qu'il y a plus de pixels de large à l'écran, donc les caractères sont réduits de taille. Et le voilà chargé. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu sur mon 6128? Je vais pas y jouer parce que je sais qu'il y a un petit mode démo que le jeu va démarrer et qui va vous permettre de voir le premier niveau de ce jeu que j'adore. Je me rappelle pas si j'étais arrivé au bout de ce jeu, mais je sais que j'y ai énormément joué, que j'ai vu énormément de tableaux, que ça se complique rapidement. Voilà, avec le son typique des Amstrad CPC. C'était Boulder Dash. Mais revenons un petit peu sur le 6128 pour voir un peu d'autres jeux, car j'ai pas beaucoup de médias pour mettre dans le 464. Donc c'est pas plus mal d'utiliser mes anciennes disquettes sur le 6128. Donc voilà notamment un jeu de voiture, Crazy Car 2. Vous allez pouvoir voir que c'est petit comme jeu. On réduit encore la taille de l'écran pour pouvoir avoir suffisamment de performance pour que le jeu puisse tourner. Hein. Et on n'a pas des graphiques formidables non plus. Oh, et voilà, je me suis déjà crash. Mais ça vous donne une bonne idée de ce que peuvent donner les jeux de voiture sur ce genre de machine. J'ai réussi à lui échapper. Donc il n'y a pas beaucoup de décors, hein, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent à l'écran.
Voilà, c'était un petit aperçu de Crazy Car 2. On va changer un petit peu de registre pour en voir des autres. Évidemment, je ne peux pas quitter sans éteindre la machine. Je n'ai malheureusement pas le 1 parce que si je l'ai, mais ma disquette n'est plus utilisable. Donc voici Barbarian 2. Un jeu de combat hein, typique de ce qu'on peut trouver sur ce genre de machine. Un petit peu long à charger. Ah. Voilà, bon bah c'est Barbarian 2. Je vais avoir l'ennemi suivant. Ah non, c'est le même. Bon, je fais des choses assez répétitives. Ah! Il m'a feinté. Encore une fois, un jeu avec pas énormément d'animation. Mais donc voilà le petit extrait de Barbarian 2. On va utiliser toujours la même disquette, elle est sympa cette disquette. Alors bien sûr, il y a des intros de Cracker qui utilisent toute la largeur de l'écran. Donc j'ai sélectionné un jeu de combat qui est des plus connus sur Amstrad, c'est Shinobi. Alors bien sûr on voit qu'on est encore dans un petit écran, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus que le border même d'utiliser, de pas utiliser. Et on a quand même un scrolling de tout l'écran derrière. C'est pas dans tous les jeux. La plupart des jeux, l'arrière reste statique et ne scrolle que très peu. En fait, que quand le personnage atteint le bord de l'écran. Pour économiser justement le processeur graphique et la bande passante mémoire utilisée par celui-ci. Bon, Shinobi, c'est pas le jeu auquel je vais forcément très bien arriver à jouer. Hein. C'est pas mon... Je ne joue plus à ces jeux depuis très longtemps. Mais Amstrad, c'est aussi d'autres types de jeux. J'ai sorti 2 disquettes devant qui sont notamment les SRAM. Mais ce n'est pas celui-là que je vais lancer. Celui que je vais lancer, c'est le Passager du Temps. Qui est du même éditeur que les SRAM. Alors là, on entre typiquement dans les jeux d'aventure qui existent sur cette plateforme. Alors évidemment, tout se joue au clavier parce qu'il s'agit de taper les phrases, d'écrire ce qu'on veut faire pour avancer dans l'aventure.
Donc on est devant la maison. Donc je vais vous faciliter un petit peu l'introduction de ce jeu. Parce que je ne vous cacherai pas que j'ai regardé un petit peu. Voilà, donc on fouille la poubelle. On prend le journal. Ensuite, on déchire une feuille. On glisse la feuille sous la porte. Et ensuite, on secoue la porte. Plusieurs fois parce que une ne suffit pas. Et on a la clé sur la feuille. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer la feuille. Prends la clé. Et ensuite, on peut ouvrir la porte. Et on entre dans la partie suivante du jeu. C'est un jeu assez long, hein. Il y a des énigmes absolument à toutes les pièces. Bon, alors ici, si je me souviens vaguement, il faut fouiller un petit peu pour trouver une pièce de monnaie, éteindre l'interrupteur, dévisser l'ampoule, mettre la pièce de monnaie, visser l'ampoule, allumer le courant pour faire sauter les plombs et on peut continuer le jeu. Voilà, voilà. Sinon sur Amstrad, il y a ça aussi, il y a le CPM. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que malheureusement j'ai formaté mes disquettes à l'époque. Apparemment j'étais à court de médias et j'ai formaté mes disquettes CPM. Donc je ne peux pas vous montrer le CPM et les logiciels qui tournent sur le CPM. Donc Amstrad, c'est aussi ce genre de périphérique qui allait à l'époque avec les CPC. Et sur mon 6128, j'avais cette imprimante, la DMP 2000. Et je m'en suis servi non seulement pour imprimer mes programmes que je faisais, mais aussi je m'en suis servi en 6e pour sortir une punition où j'avais à copier 100 fois je ne fais pas quelque chose. Et je m'étais servi d'une petite boucle for en basique avec ma DMP 2000. Et ça m'avait d'ailleurs valu la stupéfaction de l'équipe dirigeante du collège, et qui avait rien trouvé de mieux finalement que de me faire refaire la punition simplement sur papier écrit à la main. Voilà pour l'anecdote. Je pense que ça termine à peu près ce que je voulais dire sur les Amstrad CPC, donc le 464, le 6128. Et en espérant que cette vidéo vous aura plu sur cette machine. C'est la première vidéo sur Amstrad, il y en aura d'autres parce qu'il y a d'autres machines Amstrad. Voilà. Moi, je vais vous dire, pas forcément la semaine prochaine parce que c'est pas le genre de vidéo que je peux boucler facilement en une semaine. Donc, possible que les vidéos maintenant ce soit plus que toutes les 2 semaines. Mais restez, abonnez-vous et mettez la cloche comme ça, vous saurez quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, donc portez-vous bien, on est toujours en période de Covid, donc protégez-vous bien et à bientôt.